Donc voilà, je pense que juste un petit rappel de bien couper son micro, puisque voilà, on est ici sur cette session, et donc afin qu'on puisse en profiter le mieux possible. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Juliette Rouchier du LAMSAT de Dauphine. Alors, bon, pour présenter Juliette, j'ai récupéré quelques éléments sur le site. J'espère que c'est toujours d'actualité. Et pour dire que Juliette a suivi des études de mathématiques et d'anglais, et puis un master en environnement, suivi d'une thèse d'environnement au CIRAD. Et donc, voilà, elle se spécialise dans la simulation d'agents appliqués à l'étude de la confiance et l'apprentissage, à la fois dans les dynamiques interindividuelles et collectives. Et elle est responsable du GDR Policy Analytics depuis son arrivée à l'AMSAT, comme on peut le voir sur son PowerPoint de présentation. Alors, j'ai eu l'idée d'inviter Juliette à la suite de la publication d'un livre qu'elle a coécrit avec Victorien Barbet et qui s'intitule « La diffusion de la Covid-19 ». Que peuvent les modèles… Voilà, je vais Pardon, donc je vais recommencer. Désolé pour cette interruption. Voilà, j'ai deux sessions ouvertes en même temps et voilà, on rappelait à l'ordre un collègue. Alors donc, pardon. Donc voilà, oui, non, tout ça pour dire qu'effectivement, voilà, je trouve que c'est intéressant qu'on échange sur des thématiques des unes et des autres. Typiquement, on a ce groupe sur la Covid avec Gabriel et Jean depuis maintenant mars dernier, et au fond quelque chose, voilà, d'aussi évident qu'une collègue dans un autre labo qui publie un livre et puis finalement on a cette info de manière indirecte. Voilà, je trouve que ça nous interroge aussi sur comment on pourrait mieux partager nos sujets. Bon, ça, c'est une remarque un peu générale. Juliette, elle participe à COF-Préhension, un collectif de chercheurs qui essaye d'expliquer de manière simple, avec des outils scientifiques, l'épidémie actuelle de Covid-19. Sur ce site, d'ailleurs très intéressant, on trouve un simulateur pédagogique pour comprendre les chaînes de transmission du virus. Donc, elle a choisi de traiter d'un sujet médias sociaux, qui portent les controverses partant de Covid en France, et notamment comment circulent les arguments. Donc, on s'approche de l'infocom, on va vraiment être au croisement des disciplines. Donc, alors Juliette, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et maintenant, tu as la parole pour ton intervention qui sera suivie d'un moment d'échange et de questions-réponses. Bon, ben, merci beaucoup, en tout cas, où j'étais Covid, de me permettre d'intervenir. Donc, merci Pascal et Gabriel. En fait, là, la partie que je voulais présenter, alors, mon éditeur, Franck Varenne, va me détester parce que je ne présente pas le livre, mais j'ai toujours du mal à présenter des choses que j'ai déjà écrites, en fait. Je suis toujours un peu avancée. Donc, le livre, il est fait et je peux en discuter avec des gens qui l'ont lu. Mais là, j'étais plus sur une deuxième casquette que je me suis attribuée depuis quelque temps, qui est d'essayer de travailler sur la place des arguments dans ce qu'on peut appeler la science-société. C'est-à-dire, en gros, comment est-ce qu'on utilise la science dans nos sociétés contemporaines, dans laquelle elle est très, très importante pour prendre des décisions ou mettre en scène, en tout cas, la vie politique. Et donc, évidemment, quand la Covid est arrivée et qu'elle a... et que il s'est mis à se passer beaucoup de choses et dans les médias et dans les médias sociaux, tout de suite, j'ai porté mon attention sur comment est-ce qu'on parlait de la science. Voilà. Et ça donne ça. Alors, je voulais quand même déjà faire un préliminaire, et puis j'ai bien aimé la notion de sortir de l'écume médiatique, c'est-à-dire éviter d'être dans la difficulté actuelle de polarisation, etc., et d'essayer de revenir un peu à quels sont les contenus finalement et comment est-ce qu'ils ont circulé. Et en particulier, là, je sais qu'on est dans une période assez violente et avec beaucoup de tensions. Et donc, j'aimerais bien qu'on soit... Enfin, moi, je vous dis, là, je vais parler de façon le plus neutre possible. Et donc, peut-être aussi très informée, parce que ça fait 1 an que je collecte. Là, moi, j'en suis à 7 Word de 8 pages avec des liens Internet, des références, des commentaires de vidéos, etc. Donc, j'ai quand même énormément d'infos, sans vouloir dire que les autres n'en ont pas. Mais donc, je vais passer sur pas mal de petits détails. À un moment, il y aura des détails. Et donc, voilà, on discutera à la fin. Donc, pourquoi je trouvais que c'était très riche, c'est qu'il y avait plein de controverses scientifiques et sur un sujet qui intéresse tout le monde.
au même moment. Donc, absolument, tout le monde est en train de regarder quelque chose, mais n'y voit pas la même chose. Donc là, il se passait quelque chose de bien, quoi, enfin, parce que c'est toujours le cas, mais là, ça se voit. Donc, ça permettait d'en discuter plus simplement. Et en plus, il y a une polarisation très forte qui se traduit en injonction à choisir son camp. Alors ça, évidemment, c'est toujours un signe que ça ne va pas très bien dans la rationalité. Et ce que moi j'ai noté, c'est que c'est même dans le monde des chercheurs, qui est très fracturé, et dans lequel il y a quand même des moments, des situations un peu gênantes. Par exemple, ça m'est arrivé qu'on m'interdise d'utiliser une hypothèse que j'ai développée dans le livre. Là, on m'a interdit. On m'a dit, tu n'as pas le droit de faire cette hypothèse. Ce que je trouve quand même dur dans une période en particulier où la connaissance n'est pas stabilisée, quoi. J'avais trouvé que ça, c'était un petit peu... voilà. Donc, c'est face à cette dureté de la situation que j'ai trouvé que c'était intéressant de rentrer dans les détails, sachant que je connaissais un petit peu ce qui se passe dans la sociologie du risque et dans la sociologie du doute. Vous pourrez regarder ces références-là. Et donc aussi, je m'intéresse aux questions d'interdisciplinarité qui reposent quand même beaucoup sur la capacité à se mettre à la place de l'autre. Quand on essaye de travailler avec quelqu'un, c'est être capable de comprendre la logique de la personne afin de communiquer avec elle. Donc voilà. Et en plus, j'avais déjà observé un conflit environnemental dans lequel il y avait un des processus que j'observe là, qui est la disqualification de scientifiques. Donc, il y a des méthodes de disqualification de scientifiques qui ne sont pas exactement les mêmes que les méthodes, je pense, peut-être. En tout cas, c'est peut-être ça qui sortira. Donc, j'ai commencé à travailler par la modélisation qualitative parce que, enfin, défendre la modélisation qualitative, et puis ça a fini dans le livre pour donner des exemples et faire quelque chose de pédagogique, parce que, évidemment, le modèle de Ferguson posait des gros problèmes. C'est le modèle qui a été utilisé au début pour plus ou moins dire qu'on justifiait des mesures à travers ce modèle, et il posait quand même des gros problèmes scientifiques. Et bon, j'ai écrit un premier papier dans AOC, et après, ça a fait que les gens de Covpréhension m'ont appelé, et je suis allée participer à Covpréhension. J'ai amené Victorien, donc on a travaillé à produire des modèles au sein de Covpréhension, qui est plus très actif maintenant. Depuis septembre, c'est plus très actif. Et au début, j'ai beaucoup regardé Facebook, j'ai beaucoup regardé ce qui se faisait dans les débats chez les YouTubeurs, et en fait, c'est beaucoup moins intéressant aujourd'hui parce que les gens ne se parlent plus. C'est-à-dire que ceux qui sont... Très rarement encore, on arrive à voir... quelqu'un qui écrit oui mais Raoult a dit ça, et quelqu'un qui répond oh la fachosphère, je m'en fiche, voilà. Mais c'est presque fini parce qu'en fait tout le monde a cassé les relations, donc c'est plus un terrain très intéressant, et donc je me suis recentrée pas mal sur les contestataires. Donc je me suis mise à... Alors la seule chose que j'écoutais, c'est France Info. J'écoute France Info et les discours du mainstream de France Info, donc je suis au courant à peu près de l'évolution de l'apparition dans l'espace public de certaines informations qui sont trouvables ailleurs en amont, etc. Bon, j'ai beaucoup regardé les vidéos de l'IHU, en particulier beaucoup de cours, parce qu'en plus, c'est en augmentation, parce que maintenant, il y a tous les cours des internes pour le staff de microbiologie qui sont en ligne. Donc, en fait, il y a beaucoup d'informations directes, c'est-à-dire de cours de fac, quoi. J'ai un peu regardé les vidéos des contestataires aussi. J'ai pas mal croisé en lisant les check news, en lisant les papiers et en allant regarder plein de sites. Je me suis inscrite à Réinfo Covid, mais comme d'habitude, en fait, mon inscription n'a quasiment pas été prise en compte, j'ai l'impression. Comme d'habitude, c'est parce que je suis très invisible. J'arrive très bien à m'invisibiliser, je ne sais pas pourquoi. Donc, Réinfo Covid n'a pas pris acte de mon existence. Par contre, j'ai pu participer un peu à un collectif de matheux qui est contestataire, qui ne sort pas encore beaucoup de choses parce qu'en France, ça met du temps pour que les collectifs s'organisent. Et j'ai aussi eu quelques contacts avec les gens dont je parle parce que j'ai fait des contre-vérifications d'informations qu'on trouvait sur Facebook, etc. Alors, quelles sont les grandes controverses qui sont encore ouvertes? Il y en a pas mal. Il y a encore la question de savoir si le soin précoce, c'est sérieux ou pas. Donc là, il y a beaucoup de données. Il y a la question de la méthode suédoise. Enfin, en gros, le confinement obligatoire contre le confinement ciblé. Avec le gros truc qui est sorti il y a 4 jours, là, de Ioannidis, j'ai du mal, c'est un nom que je ne connaissais pas. En tout cas, bon, le grand ponte en virologie, etc., qui a sorti que le confinement ciblé suffit largement à l'international. La question de ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est-à-dire comment a été géré le premier confinement, les dénis de soins, le Rivotril, l'isolement des anciens, toutes les conséquences sanitaires et culturelles. Donc ça, je pense que ça va être des discussions qui vont avoir lieu après, c'est-à-dire toutes les analyses rétrospectives
C'est déjà très, très chaud. En fait, il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions autour de ça, mais je pense que ce sera des débats postérieurs. Il y avait la question de l'immunité antérieure de la population qui est peu discutée, mais qui était un truc qui m'intéressait beaucoup. J'en reparlerai. Donc, comment est-ce que la diffusion réelle aurait pu être estimée un peu mieux, enfin, bon. La question de l'origine humaine ou naturelle, dont je doute que l'enquête de l'OMC nous aidera à statuer vu les conditions de l'enquête. Mais celle-là, elle était intéressante aussi parce que c'était un bon marqueur. Elle a été un bon marqueur pendant l'histoire quand il se passait quelque chose de tendu. La question de l'émergence des variants, donc à la fois le constat, l'observation, et puis d'où ça peut venir, les hypothèses, etc. Donc ça, c'est une discussion qui est très en cours. Bon, après, toute la question de savoir pourquoi est-ce que ça se passe mal dans le monde, le grand complot, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts non déclarés, qui sont les autorités légitimes, etc. Alors, tout ça, c'est des grandes, grandes discussions qui seront aussi, à mon avis, pour quelques temps. La question de la légitimité relative des méthodes avec l'émergence, enfin, l'omniprésence de la random experiment tout d'un coup. Et donc, savoir s'il faut vraiment des méthodes, moi que j'appelle industrielles, qui sont random experiment, modélisation, méta-analyse, big data, tous les trucs qui sont très gros, très normalisés, qui reposent sur des cadrages techniquement très normés, alors qu'en face, on a l'observationnel qui est un peu plus du qualitatif. Voilà. Et donc là, il y a un combat quand même qui s'est mené et qui n'est pas réglé, je pense. Mais bon, il n'est pas nouveau non plus, celui-là. Ensuite, il y a eu la question des vaccins, qui est encore en cours aussi comme discussion. Qui a l'air. Et alors là, moi, je pense que je vais vraiment pas essayer de comprendre parce que ça rajoute une couche technique en termes de biologie et tout, et c'est quand même compliqué. Déjà, comprendre les virus et les cellules, c'est pas simple. Alors, si en plus on rajoute les vaccins, moi, j'y arrive pas. Et donc, question de efficacité, effet secondaire et surtout indépendance des données, bon, qui est une question qui revient en fait aussi plus simplement, donc dernier point, sur les questions de la mesure au sens scientifique. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de données, que beaucoup de chercheurs s'en sont plaints, qu'il n'y avait pas d'accès à des données qui avaient l'air indépendantes, qui avaient l'air riches, qui étaient, bon, la raw data n'était pas tellement là. Il y avait un manque d'indépendance les collègues démographes se plaignaient d'un manque d'indépendance de la production de données officielles. Il y a eu des accusations de manipulation de données, etc. Donc, en fait, voilà. Donc ça, c'était le dernier, je pense, grande controverse. Et tout ça, à mon sens, toutes celles-ci sont encore en discussion. C'est-à-dire qu'il y a encore des analyses produites, des papiers qui sortent, c'est des choses qui bougent dans toutes... Alors, je ne connais pas tous, hein, mais ça bouge. La question fermée qui est assez significative, c'est le remdesivir. Et là, je ne vais pas du tout rentrer. Évidemment, la question du remdesivir qui est inutile, mais acheté en quantité astronomique, ça, c'est lié à des questions qui sont au-dessus. Donc, tout ça, ce n'est pas totalement indépendant, mais elle est fermée maintenant, en termes de controverse scientifique. Elle a duré... voilà. Donc, l'histoire que j'ai vue, que je fais rapidement, c'est en fait dans la contestation. Donc là, c'est vraiment la partie des contestations. Petite histoire des contestataires, des gens qui contestent la politique du gouvernement, puisque c'est de ça dont il était question, sous une forme ou une autre. Hein. Il y a plein d'éléments qui vont être contestés. Mais il y a eu d'abord des gens qui sont apparus sur les plateaux de télé qui ont été très écoutés. Et dans un deuxième temps, en fait, ils ont été très décriés, mais vraiment très décriés. C'est-à-dire qu'ils sont passés d'une invitation assez régulière, etc., sur les plateaux, à une disparition. Alors, disparition sur les plateaux mainstream, et on les retrouve après dans d'autres médias en ligne, assez présents. Bon. À partir de à peu près octobre, novembre, il y a des collectifs plus ou moins visibles donc, qui ont émergé. C'est-à-dire après la rentrée, ça s'est collectivisé. Ce n'était plus des individus qui portaient des infos, ça s'est collectivisé. Hold Up est sorti le 11 novembre. Alors Hold Up, ça a été important aussi pour la mise en visibilité d'une partie d'individus qui n'avaient pas été mis en visibilité antérieurement. Et il y a eu Maltraité qui est sorti, qui n'était pas du tout suivi au niveau médiatique. Je ne sais pas bien pourquoi. Il est juste passé anecdote, alors qu'il était quand même plus intéressant, quand même. Ensuite, il y a eu, alors j'ai noté l'enquête exclusive de M6 parce qu'en fait, c'était rigolo, enquête exclusive. C'est là que j'ai compris, parce que je regarde peu les reportages télé, c'est en regardant enquête exclusive que j'ai compris la forme de Hold Up. C'est-à-dire que Hold Up est, je ne le redirai donc pas après, mais c'est vraiment une forme de documentaire qui est à la mode en fait en ce moment, et c'est comme ça qu'on fait un documentaire en ce moment. Ce qui n'était pas évident pour moi au début parce que c'est moche. Hein. Mais enfin, c'est moche, c'est assez étrange comme façon de narrer.
Alors, les individus que j'appelle écouter puis décrier, c'est intéressant la façon dont ça. Enfin, moi, je trouve que c'est étrange. Donc, il y a eu Laurent Toubiana, qui est un directeur d'un laboratoire, d'un gros laboratoire. Il est INSERM. Et en fait, il a fait de la physique théorique, enfin, physique appliquée aux sciences de la complexité. Il a fait de la démographie. Et il a fait de la science politique, donc c'est en DEA, DES à des niveaux un peu sérieux, et ça fait 30 ans qu'il bosse à l'INSERM, où il travaille surtout sur la complexité et sur l'analyse des données médicales. Donc il était très sur la question des données. Lui, c'est un de ceux qui a développé les analyses autour des données. Et donc il a été pas mal présent au début, et après, il est apparu dans Hold Up. Voilà. Il y avait Christian Perron, alors, mais Toubiana, il n'avait pas de, il n'y avait pas trop de controverses antérieures. C'était assez neutre. C'était quelqu'un qui avait appartenu à des instances, qui était déjà passé à la télé, mais il n'y avait pas d'avis sur lui antérieurement, visiblement, qui traînait. C'est un peu le même cas pour Jean-François Toussaint, dont j'ai retrouvé que des descriptions élogieuses antérieurement, 2010, etc. Il fait de la médecine du sport. Il était assez proche d'un monsieur qui s'appelle Gilles Boeuf. Il a travaillé beaucoup sur la question de la résilience humaine, c'est-à-dire comment, face à ce genre d'événements comme on a eu là, globalement, l'humanité va être capable de survivre ou pas, dans la mesure où on sait qu'il va y en avoir de plus en plus. Alors lui, il était très anti-confinement. En plus, c'est un sportif, il fait de la médecine sportive, donc interdire aux gens la médecine, c'était son truc qu'il n'aimait pas. Et donc, il était vraiment pas pour. Donc, lui, c'est plutôt monsieur anti-confinement. Et hygiène globale de vie, pas détruire les hygiènes globales de vie, faire marcher, laisser les gens marcher, etc. etc. Et lui, donc, il n'avait pas trop de casseroles. Alors, les deux autres, par contre, c'était déjà des personnes où il y avait de la friction. Donc, Christian Perron, qui est chef de service maladies infectieuses et tropicales, c'était à l'hôpital de Garches, là, il a été démis de ses fonctions par la PHP. Et lui, il était déjà controversé parce qu'il tient un discours spécial sur la maladie de Lyme. Bon. Et en plus, lui, il a surtout parlé de tous les problèmes de gestion globale. Donc, lui, il était plus dans l'accumulation des problèmes. Il a sorti un livre qui dit quel est le problème, quelle est l'erreur qu'ils n'ont pas faite, ou un truc comme ça. Donc, lui, il était plus sur, il y a une accumulation de problèmes, il listait, quoi. Il listait. Et il parlait quand même un peu de corruption généralisée du système, de façon un peu large. Alors Didier Raoult, c'est celui, si vous ne le connaissez pas, c'est que vous avez vécu sur Mars dans les 10 derniers mois, donc, parce que lui, il s'en est dit des choses. Donc c'est un microbiologiste, il a une longue carrière, il a été dans des instances de décision publiques nationales. Son grand fer de bataille, mais ça fait pas mal de temps, c'est avoir de la high-tech, identification des virus, séquençage, etc. Et garder des médicaments, faire du repositioning, c'est-à-dire trouver des vieilles molécules qui sont déjà en grand nombre et qui ont beaucoup de choses à faire et les réutiliser sur les maladies émergentes. D'où son truc de sortir de l'hydroxychloroquine, enfin d'une vieille recette. Et ce qu'on lui a reproché énormément au début, c'est qu'il ressortait des vieilles recettes qu'il avait déjà ressorties. Donc, enfin, pas vraiment la même, mais voilà. Ce qu'on a dit, c'est il veut toujours sortir l'hydroxychloroquine, C'était ça le premier truc. Mais en plus, lui, il y a beaucoup de charges, en fait. Il y avait déjà des charges émotionnelles sur ce monsieur qui étaient assez lourdes, j'ai l'impression, parce que dès le début, c'était très radical à son égard. Donc ça, tout ça, c'est quand même des vieux de la vieille, qui ont une grande expérience de l'administration, des instances de décision, et nationales et internationales. Ils ont été dans des trucs à l'OMC, etc. Et donc, il y en avait des plus ou moins polémiques. Et globalement, ce qu'ils disaient, l'un après l'autre, etc., c'est pas comme ça qu'on gère une épidémie, on fait plus de mal que de bien. Bon, il y a des individus qui ont été beaucoup moins visibles dans le mainstream, alors que ces individus étaient déjà actifs dans la discussion. Alors, je vous laisse deviner ce qui fait que ces individus étaient moins visibles en période de Covid. Si vous arrivez à trouver la caractéristique qui fait que ces individus étaient moins intéressants à mettre sur des plateaux pour s'engueuler, voilà. Alors, il y avait Violaine Guérin, militante contre les violences sexuelles de longue date, donc gynécologue, et donc quelqu'un qui quand même a, à mon avis, une certaine bouteille en termes de création de collectifs, d'argumentation, et puis qui n'a pas peur d'aborder de façon frontale des sujets dont on parle peu, parce qu'elle parle même du viol intrafamilial du mari sur la femme, etc. Donc c'est quelqu'un qui est quand même
bon, voilà, qui a pas peur. Je ne sais pas si elle dit des vérités. Je me dis, elle n'a pas peur d'aller au combat. Il y a Martine Wömer, psychiatre, qui était députée initialement LREM au Rhin. Elle est au Conseil de l'Europe, elle est aux commissions des affaires sociales avec une spécialisation sur les enfants au niveau de l'Europe. Quelqu'un qui était très... voilà, on peut dire qu'elle est dans les instances. Et en fait, les deux, elles ont travaillé au départ en montant quelque chose qui s'est monté en mars. Mais ce qui est fou, c'est que moi, étant sur ce travail-là, je les ai vus en fait après septembre. Je n'avais pas vu passer, en fait. Je ne dis pas que je vois tout, hein, loin de là. Mais c'est vrai que je ne les avais pas du tout vus passer. Et elles ont créé Laisser les médecins prescrire, parce que c'était la période où on interdisait aux médecins de voir leurs patients et qu'il y en a pas mal que ça rendait quand même un peu neurasthénique. Et donc, et c'est elle qui demande un CS indépendant. C'est-à-dire qu'elle demande la constitution d'un conseil scientifique indépendant. Mais c'était les deux pendants. Il y avait un pendant qui était plutôt capable de parler médiatiquement à la télé. Et il y avait l'autre qui était plutôt à travailler au niveau de l'Europe. Voilà. Ensuite, elle, c'était aussi. Et la dernière, alors c'est Orion Code. Alors elle, c'est encore une fois un individu qui est polémique parce qu'elle appartient, donc elle est microbiologiste, spécialiste des micro-ARN, donc c'est les ARN non codants. Elle est directrice de Simplissima Research Institute, qui est un institut à Maurice, à l'île Maurice. Donc, en fait, elle est en charge de gérer la médecine à l'île Maurice. Elle a été chargée par le président de l'île Maurice de revivifier voilà, la médecine de l'île Maurice. Donc ça, c'est aussi des vieilles de la vieille, mais qui sont aussi à dire, c'est pas comme ça qu'il faut faire, on fait pas comme ça d'habitude, vous êtes en train de faire plus de mal que de bien. Donc bon, ça reste le même global discours. Par contre, Alexandra Orion-Code, dès que j'ai posté, parce que j'ai posté sur Facebook une de ses interviews, on m'a tout de suite signalé en message privé, pas en live, en message privé, qu'elle était liée à la Manif pour tous. Et en fait, c'est quelqu'un qui travaille sur les micro-ARN, etc., fait des recherches pour fabriquer des médicaments génétiques, mais est excessivement prudente et plutôt du côté d'un principe de précaution, parce qu'elle a des discours. Moi j'ai écouté sur la loi là, de bioéthique. Bon, c'est vraiment quelqu'un qui est prudentiel dans tout ce qui est manipulation génétique chez l'humain. Comme elle est catholique assez fortement, je crois, ça peut être logique. C'est-à-dire que ça peut être un lieu de croisement entre la science et les opinions personnelles. À part ça, bon, c'est quelqu'un qui, voilà, elle était très énervée contre le masque, c'est quelqu'un qui lit les textes de microbiologie, qui va chercher, qui met les textes à disposition des gens, qui explique, qui lit les trucs, etc., qui est assez professoral et qui est, je la trouve assez impressionnante dans la monstration de la pratique de la pensée du chercheur. C'est-à-dire qu'elle, elle est vraiment dans un... Après, qu'elle ait raison ou pas, c'est vraiment pas moi qui vais être capable de juger à un quelconque moment. Par contre, dans la mise en scène de la science, je trouve que dans tous les gens que j'ai cités là, c'est elle qui le fait le plus finement. Voilà. Après, il y a des individus moins visibles dans le mainstream et qui sont des individus, je reparlerai après, qui sont des individus plus compliqués, comme ce monsieur Jean-Dominique Michel, qui a été très, très, très suivi et qui est plutôt quelqu'un qui a agrégé plein de données. Et je vous redirai après ma conclusion par rapport à ce genre de figure dans l'histoire. Ensuite, il y a eu Hold Up qui est apparu donc, le 11 novembre. Donc, le film avait un discours qui était un peu bête. Enfin, bête. Pas bête, mais trop caricatural, on va dire. Par contre, il était en deux parties clairement distinctes et il y a une des deux parties, quand même, le début, qui était plutôt intéressante. C'est-à-dire que justement, ça récupérait à peu près tous les gens qu'on connaissait déjà dans l'espace public et qui apportaient des arguments, qui discutaient, qui n'étaient pas contents. Ça rajoutait beaucoup de gens de terrain, donc des personnes qui venaient apporter des expériences de ce qui s'était passé. On pouvait noter qu'il manquait de façon assez notable et Toussaint et Raoult, donc deux des personnages soi-disant très centraux de la polémique n'étaient pas dedans. On voyait arriver Monique Pinson-Charlot, je ne sais pas pourquoi, qui s'est rétractée. Elle apparaît, tout d'un coup, je me dis, bah, tiens, elle a travaillé sur le sujet, j'étais pas au courant. Mais non, en fait, je crois je sais pas, j'ai pas compris pourquoi elle arrivait là. Il y avait beaucoup, beaucoup de points de vue différents, donc ça, c'était intéressant. Et il y avait pratiquement autant de femmes que d'hommes. Ça, c'était quand même un truc incroyable dans la période.
le film a été très censuré, on le trouve en version écourtée. Les critiques ont été hyper rapides et d'une virulence hors norme, et puis pas très fournie, parce qu'en fait, il y a des gens, on se rendra compte qu'ils ont à peine vu le film et qu'ils le critiquent. Je le signale, je montrerai après comment on voit qu'ils ont à peine vu le film. Et c'est encore un espace de débat perdu, à mon avis. C'était un moment quand même qui n'était pas inintéressant, la période où il est sorti, pour commencer à faire des espèces de bilans, mais là, ça n'a pas été possible dans la phase historique dans laquelle ça a été sorti. Ensuite, ont émergé les réseaux. Donc, il y avait ce fameux laisser les médecins prescrire. Il y avait des réseaux informels déjà, j'ai découvert ça dans des séminaires divers, de réanimateurs, d'ORL, de généralistes, etc., qui s'envoyaient des idées, des données, etc. Réinfo Covid est sorti. Réinfo Covid, ça a été assez important parce que Louis Fouché, alors au début il s'annonçait Colibri ouvertement, après ça s'est un peu caché, etc. Il a pris de plus en plus d'ampleur. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui aime beaucoup parler, qui aime beaucoup la caméra, qui aime beaucoup faire des leçons. Et donc, Réinfo Covid a pris beaucoup d'espace de ce fait, parce qu'il y avait ce qui s'appellera un bon client YouTuber, en fait. Enfin, lui, c'est vraiment un YouTuber, quoi. Il adore ça. Il adore ça. Et donc, comme il a une caution scientifique un peu plus solide que tous les autres qui discutent, parce qu'ils ont Alexandra Orion-Code, ils ont des scientifiques qui viennent faire des choses assez sérieuses derrière. Par contre, ils ont aussi Jean-Dominique Michel, qui prend beaucoup de place. Ils ont aussi des intervenants qui viennent de l'extrême droite, on ne sait pas très bien pourquoi, des gens qui donnent leur avis et qui sont des gens de l'extrême droite. Bon. Donc, il y a une espèce de mélange où il y a un peu de terrain, il y a un peu des gens très sérieux, et ça ressemble un peu à Hold Up, en fait. Il y a des gens très, très sérieux, et puis des gens, on ne sait pas très bien pourquoi est-ce qu'ils viennent donner leur avis. Il y a un collectif Matin Fou en émergence. Laurent Micheli, qui est un sociologue, qui a présenté au CS de l'IHU, lui, il a fait quelque chose d'un peu différent des autres collectifs, c'est-à-dire qu'il sert de plateforme et il est en contact avec beaucoup de gens qui sont qualifiés de rassuristes, qui ont envie d'écrire quelque chose, une analyse, etc. Et il les publie sur son blog. Donc lui, c'est plutôt un collectif en étoile de mise en visibilité. Et puis, il écrit des tribunes, etc. Ensuite, il y a toujours le collectif de l'IHU, parce que finalement, bien qu'on ait toujours vu Raoult, c'est un énorme collectif, il y a 700 personnes, 25 professeurs, il y a des cours en ligne, ils invitent des gens, ils mettent des séminaires, ils invitent les gens du laboratoire d'à côté là, qui sont spécialisés du coronavirus depuis des années, enfin de différents coronavirus. Il y en a quelques-uns d'autres que je ne connais pas, comme Adios Corona qu'on m'a donné, merci Hervé. Collective Asie, trop d'hospitalisation. Ah non, ça, c'est pas Hervé qui m'a donné. Covidinfo.net, contact, ça, j'ai pas. Et il y a aussi les trucs plus officiels comme Modcov, hein, donc qui passent tout ce qui est sur la modélisation un peu officielle. Moi, ils m'ont pas invité. Je leur ai envoyé mon bouquin. Ils n'ont pas tilté. J'ai pas parlé à Modcov, qui est le truc du CNRS, hein, organisé par le CNRS. 2 personnes qui parlent tous les mois à peu près. Un peu plus parce qu'il y a eu 15. Hein. Là, ça va être le 15e. Et Coffréhension, l'autre qui est plus en vie. Mais voilà, c'est plus en vie, mais voilà. Pardon. Donc en fait, je trouve que ce qui était intéressant dans ces histoires, c'était quand j'ai réécrit, là c'est vraiment l'écrivain, je me suis dit, on voit bien quand même la différence entre ce qui va devenir vraiment ce qu'on va appeler les complotistes, c'est-à-dire ce qui va devenir un peu bizarre et frontière et pas très net ni dans les motivations, ni dans les explications, ni dans le cadrage précis des compétences. Et à Réinfo Covid, c'est assez net, parce que Louis Fouché, finalement, on ne sait plus très bien ce qu'il sait faire. On sait qu'il est réanimateur, mais c'est vrai qu'il fait des cours, je vais vous montrer, là, il y a des discours qui sont quand même plus du tout de la question du Covid, ou de la Covid, ou de la crise sanitaire. Et donc, je fais un peu la différence entre les gens qui font des productions primaires. Ah, excusez-moi, je dois récupérer un paquet. Oui, excusez-moi, je vais le prendre là. Vous pouvez m'attraper. Ah, merci. Ah, je vais être obligée d'ouvrir la porte. Je suis obligée d'aller ouvrir la porte pour un paquet Amazon, excusez-moi. On nous dira qu'on fait de la pub à Amazon. Désolée, c'est le principe de ce genre de séminaire. C'est comme ça. Il y a de l'incertain. Donc, la différence, je dirais, c'est qu'il y a les gens qui sont des producteurs primaires.
Et donc, soit ils font un cadrage scientifique, soit ils font des soins, soit ils font une mesure scientifique, soit ils font de l'analyse de données, soit de la modélisation, soit ils ont cette vision administrative, juridique précise, etc. Et donc, en général, quand on les écoute, c'est plutôt intéressant. Et ils savent à peu près où se situent leurs compétences, ce qu'ils sont capables de dire, et voilà. Et après, il y a les relais. Et le relais, c'est quand même beaucoup plus approximatif, ça mélange beaucoup de genres. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est toujours la légitimité par rebond. C'est-à-dire que c'est toujours monsieur machin qui est très, très légitime, donc je cite monsieur machin. Ça me donne la légitimité de dire ce que je veux à peu près à ce moment-là. Donc ça, c'est une méthode que je trouve assez intéressante. Et donc là, voilà, ça, c'est le site Réinfo Covid qui m'intéresse parce qu'il me semble, enfin, je vais un peu noter des problèmes, ils ne me dérangent pas plus que ça. Enfin, je veux dire, ils font un beau travail aussi, hein, c'est des gens qui travaillent. Mais on sent quand même, et c'est un peu comme dans Hold Up, on voit qu'il y a de l'argent derrière et on ne sait pas très bien comment il arrive. Voilà, moi, ça, c'est toujours un truc... évidemment, si on regarde comment fonctionne le mainstream actuel, les questions de circulation d'argent ont l'air beaucoup plus compliquées et je ne me risquerai pas à observer comment ça se passe. Mais c'est vrai que là, on ne sait pas parce qu'il y a quand même une dizaine de personnes qui travaillent quasiment à temps plein dessus, qui le remplissent, etc. Donc, et vous voyez, l'édito de la semaine s'appelle quand même « Le gardien de la vie ». Et il y a des phrases quand même qui m'étonnent toujours. Donc ça, c'est l'édito de Réinfo Covid à propos de comment est-ce qu'il faut se comporter par rapport au gouvernement, etc. Bon, donc un choix véritable apparaît, s'offre à nous pour de bon. La noirceur cache un trésor, l'opportunité d'affirmer notre vie, courage, conviction. J'arrive plus pas à lire parce qu'il y a des images. La colonne droite, épaules relâchées, respiration calme et profonde, demi-sourire aux lèvres, force dans le ventre et cœur grand ouvert. Bon, disons pour un site de réinformation scientifique, on peut dire ça mélange les genres, quoi, voilà. Là, je pense qu'on peut quand même se permettre cette critique. Donc, pas mal de montées en généralité, beaucoup d'emphase, pas mal de développement personnel, spiritualité, mélangé à la science. Rien contre le développement personnel et la spiritualité, juste c'est la question de quand est-ce qu'on est dans quel domaine qui est intéressant. Et ça fait des vidéos hebdomadaires et c'est là qu'il y a quand même, et ça c'est un truc qui va apparaître encore aussi après, pas mal de gens d'extrême droite quand même. Bon, c'est quand même le truc... Ben pourquoi en fait? Pourquoi? Parce que la gauche n'a pas été intéressée par ce sujet. C'est-à-dire que comme en fait, je pense que Raoult étant catégorisé de droite depuis le début, détesté par les syndicats, etc., je pense qu'il y a eu une polarisation qui est étrange et qui a fait que les gens de gauche ont considéré tout de suite qu'il ne fallait pas regarder tous les gens dont j'ai parlé là. Alors, gens de gauche, je parle de nos officiels, hein, LFI, tout ça. Donc, en fait, il y a 2 personnes là récemment qui ont fait des interventions. Il y a Franck Lepage en éducation populaire dès décembre, qui disait « Mais où est la gauche? Pourquoi vous occupez pas des gens ?» etc. Et il s'est fait dégommer, ce qui est quand même assez étonnant parce que Franck Lepage, c'est quand même quelqu'un en éducation populaire qui a une aura vraiment impressionnante. Et même lui s'est fait critiquer très, très vertement pour avoir dit ça. Donc là, c'est quand même, il y a une ambiance... bon. Barbara Stiegler, philosophe, elle vient d'écrire le fait que la démocratie n'est pas une option. Elle, je n'ai pas entendu de choses... Et c'est par elle qu'on apprend en fait que... Enfin, comment c'est manager la science. Là, pas la science, la politique actuelle, comment elle est organisée et qui sont les cabinets de conseil en fait, qui ont conseillé l'Élysée depuis le début, etc. Enfin, c'est elle qui le fait sortir ça en janvier, texte de janvier. Il y a une historienne des inégalités dont je ne me souviens plus, qui s'appelle Axel Rodiez-Dolino, très intéressant. Donc, alors, elle, ce n'est pas vraiment une actrice de la contestation, elle est présentée par le CNRS, mais c'est quelqu'un qui porte un discours qui pourrait être utilisé de façon excessivement directe pour contester les mesures qui sont prises. En particulier le confinement strict. Hein, je veux dire. Elle montre comment le confinement strict, ça a fait plus qu'exploser dans les 2 premières semaines de confinement strict, multiplié par 4 le nombre d'adultes qui ne mangent pas à sa faim en Angleterre, quand même, en 2 semaines. C'est-à-dire en avril, quoi. Voilà. En avril, on avait déjà ce problème-là. Donc, bon. Ensuite, il y a celui du milieu, qui est un monsieur qui est keynésien et qui fait aussi des critiques sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, quoi, avec la crise économique qui vient, et il est assez virulent là-dessus. Et il y a un autre économiste qui, lui, s'est mis à faire c'est que quelques personnes, mais c'est pour montrer que là, lui ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait passer la grippe de 2017 avec les mortalités par âge, et il l'a mis sur la démographie de maintenant.
Donc, il a dit « et si ?» Voilà. Mais en fait, lui, il est économiste plutôt. Donc, en fait, là, on est un peu plus dans des amateurs qui viennent faire des tests, faire des analyses. Et le collectif de matheux, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des professionnels de la science, mais des gens qui ont envie de venir mettre en commun des données, mettre en commun des analyses, etc. Donc, voilà. Là, c'est des nouveaux acteurs de l'analyse qui proposent, et de façon encore plus hétéroclite que ce qu'on pouvait avoir avant, il me semble. Sur les médias contestataires, donc pas mal d'autoproduction, chaîne YouTube, avec beaucoup de censure de YouTube. Hein. Même Raoult s'est fait censurer une fois. Et après, tout part sur Odyssée, sur Vimeo, dès que YouTube censure. Mais des fois, il faut pister un peu. Quand on connaît l'existence de certaines vidéos, il faut pister un petit peu. Après, c'est François, Sud Radio, CNews, Valeurs Actuelles, Causeur. C'est des médias un peu que j'ai tendance à considérer comme un peu réactionnaires. François, on ne sait plus trop ce que c'est, il n'y a plus de journaliste, il n'y a plus qu'un directeur. Enfin, c'est en tout cas ce qui a pris la place pour faire la circulation d'informations. Eux, ils n'ont pas hésité. Et ça leur donne une existence, d'un certain point de vue. Donc, d'un point de vue média, c'est plutôt malin. Après, il y a des télés, donc Nexus, TV Liberté. Pareil, on retrouve le Rassemblement national derrière TV Liberté, RT France, là, c'est une chaîne russe d'information. Voilà, c'est que des trucs qui sont les nouveaux médias. Et je ne sais pas trop s'ils ont vraiment des lignes ou s'ils n'ont pas vraiment des lignes éditoriales, on ne sait pas bien. Ensuite, il y a Bas les masques et Réinfo Covid, qui là sont vraiment tenus par les gens qui sont les plus connus, là, les plus centraux. Bon, après, il y a Contrepoint, il y a des blogs, il y a des sites anonymes. Et en contrepoint, moi, j'ai vu 2 sites anglais qui font plus, qui font un peu plus sérieux, quoi. C'est-à-dire, ils font un peu plus contenu purement scientifique, purement réflexif, des essais, etc., etc. Lockdown sceptique, c'est un peu d'autres espaces de circulation du même type de discussion. Hein. Bon, j'ai pas exploré à fond, mais ça a l'air carré. Alors, donc, dans ce que j'ai dit avant, en gros, je trouve qu'il y a quand même une frontière. Donc, je dis, il y a quand même une petite frontière objectivable quand même entre les types de discours. C'est-à-dire entre ceux qu'on a vus au début, là, qui est quand même des gens qui ont amené des choses, des connaissances antérieures, etc. Et puis des gens qui, de façon opportuniste ou par besoin personnel, enfin, je ne dis pas opportuniste par ma dignité, mais qui se sont mis à rassembler et à reporter les discours. Et là, je m'intéresse plutôt aux individus contestés, qui étaient des gens, finalement, qui étaient tellement dans le système qu'on a du mal à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent se faire autant critiquer. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement... Juliette, pardon, je me permets juste d'intervenir pour te dire que le temps passe et qu'on termine vers 13h30, 13h40, et il est 13h15. Donc, c'est pour ça qu'on laisse un peu de temps à la J'avais 5 minutes de retard au départ. Donc, j'avais 5 minutes de retard au départ. On peut aller, mais si tu veux, voilà, je te signale juste ça, voilà, si tu veux qu'il y ait un peu de temps pour l'échange. Alors, les check news, en fait, m'ont intéressé dès le début parce que j'ai trouvé qu'ils étaient un peu pas très bons. Et que quand même, ils ont été hyper centraux dans cette discussion. Donc, ça commence avec un premier check news, là, mais je n'avais pas fait attention parce que là, ça parle à la fois du check news et des censures. C'est Mediapart a-t-il supprimé un billet de blog favorable au professeur Raoult. Donc, c'est une question d'un billet qui était le retweet d'un truc de Jean-Dominique Michel. Donc, qui est quelqu'un qui est vraiment, bon, je ne vais peut-être pas en parler là, mais qui est très bizarre. Pas du tout, enfin, bon. Et donc, 25 mars, il y avait déjà des soupçons de censure sur Mediapart, quoi, quand même. Hein. Et donc, ça, c'est nos check news de Libé et qui ont mis quand même un regard de Raoult particulièrement rigolo. Le 23 décembre, là, je vous cite que quelques moments, mais vous allez comprendre donc, un article de Libération le 23 décembre qui dit « Que sont devenus ces rassuristes ? Ils étaient omniprésents à l'été, il niait l'arrivée d'une seconde vague. » Ils ont trouvé un espace dans les plateformes alternatives. On ne les voit plus dans le mainstream. Bah oui, le mainstream n'en veut plus. Donc, de toute façon, donc on ne les voit plus. Ils se sont fait insulter plein de fois sur le mainstream. On ne les voit plus. Et ils refusent tout mea culpa. Donc, le 23 décembre, Libé relance en disant « Ouais, ils font quoi ? On n'en entend plus parler, etc. » dans les check news. Et là, je m'intéresse, moi, à un autre truc qui arrive le 23 décembre, qui est c'est l'affaire Toussaint. Donc là, c'est tous les trucs que j'avais marqués pour dire que M. Toussaint, il avait quand même
ça va, une analyse qui tenait la route et puis un background, voilà. Et il a refusé volontairement de participer à Hold Up après avoir regardé le travail antérieur du réalisateur. Donc lui, c'est un choix. Je me suis renseignée. J'ai dit, pourquoi vous n'êtes pas dans Hold Up? Il m'a dit, c'est parce que j'ai vu. Donc Toussaint, il a déjà vécu un truc un peu trash, je trouve, chez Laurence Ferrari, où il y a Martin Blachier, alors qui est une figure à elle toute seule, un personnage de cette période qui est quand même fascinant. Et donc, il se fait insulter, il se fait traiter de con, etc. Donc, c'est après, je crois qu'il a un peu arrêté. Ensuite, en octobre, ça continue. Les décodeurs du monde disent son raisonnement se base sur un calcul très biaisé. Ça, c'est le genre de phrase que aiment les décodeurs du monde. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le 23 décembre, Robin Andraka, qui est quand même un des membres du Check News de Libé, écrit, en plus du truc où ils sont passés, etc., ces gens qui ont raconté n'importe quoi, à 18h01 le 23 décembre, il fait un commentaire sur Hold Up, donc qui est à gauche, là, sur l'écran. Et ce commentaire sur Hold Up, en fait, là, aujourd'hui, à la ligne 4, on voit le covido-sceptique en chef, Christian Perron. Mais en fait, le 23 décembre, ce n'était pas Christian Perron qui était écrit sur le site, c'était Jean-François Toussaint. Et si vous allez regarder sur le site, à droite, il y a la réponse du professeur Jean-François Toussaint. Il a envoyé 3 lettres. J'ai appris ça la semaine dernière. Il a envoyé 3 lettres pour faire modifier les insultes qui sont à gauche. Donc là, on a quand même un des mecs des Check News, donc des gens qui sont censés vérifier l'information pour nous. C'est ça son travail, ce journaliste, qui cite Jean-François Toussaint, qui n'appartient pas à Hold Up, comme le chef des covido-sceptiques dans Hold Up. Et il faut 3 mises en demeure pour que Libération change. Alors là, en termes de travail de journaliste, bon, je trouve que quand même... Et là, l'AFP, c'est de mieux en mieux. C'est-à-dire que maintenant, à Yoko, de personne ne l'avait touché, je pense que c'était l'avantage féminin. Justement, on a moins attaqué les femmes. Bon, ça, c'est quand même... Dans les conflits comme ça, c'est un de nos avantages quand même, on se fait moins taper dessus. Mais là, carrément, l'AFP sort un truc avec un visuel. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, bah quand même, c'est-à-dire carrément, on raye les gens, quoi. On va rayer les photos, on va rayer les discours, etc. Alors, je me suis dit, bon, là, quand même, c'est un peu stalinien. Mais c'est vrai qu'il y a des critiques, mais après, comme toujours, le défaut du check, c'est qu'il est un peu vide, il n'y a pas grand-chose dedans. Bon, alors après, je ne vous parle pas d'un autre truc qui est autour des variants sur, en gros, en octobre, Raoult s'est fait insulter, mais de façon très impressionnante, par un monsieur qui s'appelle Martin, je crois, sur France Culture. Donc il y a France Culture qui s'est moqué de Raoult en expliquant qu'il ne comprenait rien à la microbiologie, qu'il ne comprenait rien à ce que c'était qu'un virus, que ce n'était pas possible que ça mute, parce que c'est quand il parlait des variants 1 mois et demi avant que les Anglais déclarent qu'il y avait des variants, puisque lui, ils avaient déjà publié des papiers sur les variants qu'ils avaient constatés en France. Et le type, il le traite de raciste, etc. Et donc, moi, j'avais écrit parce que j'avais dit, écoutez, là, quand même, si vous continuez à faire comme ça, nous, les chercheurs, on ne va plus vouloir intervenir dans l'espace public. C'est plus possible de se faire traiter de raciste. Et donc, bon, il s'est justifié. J'avais fait une lecture un peu des points de... Vous pourrez regarder sur le PDF. Le PDF, il est en ligne, de toute façon. Il y a des points qui reviennent en termes de rhétorique, toujours chez les Check News, etc., qui sont des formes de... Alors, on sait que là, il y a un livre qui est sorti de Stéphane Foucard. On sait que le financement des Check News est aussi quelque chose de douteux. On ne sait pas trop d'où ça vient. Alors, donc, conclusion. Bon, j'ai pu tracer une évolution temporelle de la présence dans le mainstream des gens qui étaient des contestataires et leur accès aux médias normaux. Bon, on voit qu'il y a quand même des radicalisations de position, en particulier avec l'émergence des collectifs qui, là, deviennent des gens... plus politiques, en tout cas. Ça devient vraiment très clairement politique. Il y a des gens qui étaient invisibles au début qui deviennent visibles après. Bon. Une censure qui est assez présente. Il y a quand même 2 arguments au sein de cette censure que je trouve un petit peu agaçantes, moi. Et ça, qui me semble quand même, pour des chercheurs, un petit peu à surveiller parce que ce n'est pas clair. Un scientifique qui se trompe une fois n'est pas un bon scientifique. Ça, quand même, je trouve que ça ne va pas nous laisser beaucoup de champ pour travailler. Et le fameux truc de la maladie du Nobel, qui est un peu ce qu'on attribue à Raoult aussi, il a été très bon, mais il ne l'est plus, c'est la déchéance, etc. Donc, en fait, comment est-ce qu'on utilise la créativité d'un scientifique déjà reconnu, c'est-à-dire dont on sait quand même qu'il connaît son métier, et que peut-être il dit des trucs faux à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on en fait? Socialement, c'est quand même utile. Bon, je trouve que les anciens sont quand même en général utiles, mais bon. Et il y a quand même aussi toujours cette idée en science qu'il y a de l'autorité. Il y a des gens quand même qui ont une autorité normalement. Et ça, je trouve que ça disparaît. Enfin, dans toutes les discussions de Check News, etc., ça, c'est un truc qui
Bon, il n'y a que Axel Kahn qui a de l'autorité, en fait, à l'heure actuelle, moi je dis. Mais c'est un peu surprenant. Donc ça, voilà. Sur la question des complotismes, eh ben donc, je vous ai dit, à mon avis, production primaire et transmetteur, c'est important. Et bon, les formes de messages qui sont transmis sont un peu différents aussi. Alors, moi, quand même, la violence des journalistes, donc je vous ai montré un peu les mises en scène de visages, de machin, etc. Ça, c'était très violent. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un journaliste au bout du fil quand j'ai parlé du bouquin, etc., du Monde. Et quand j'ai dit, mais quand même, quand Blachier a crié sur Toussaint, c'était un peu choquant. Et il m'a répondu sur un ton comme ça, là, c'était « Oui, mais Toussaint, c'est un nul !» J'étais là, ben, pourquoi ? Pourquoi c'est un nul ? C'est quoi qui est nul ? Et j'ai vu la même chose avec Raoult. J'ai eu prononcé le mot de virulence lors d'un séminaire et le collègue s'est énervé parce que c'est un mot utilisé par Raoult. Donc j'ai utilisé un mot que Raoult utilise et ça a énervé tout le monde. Donc je me suis dit, bon, quand même. Bon. Et donc, qu'est-ce que c'est qui génère ça ? C'est quoi l'ordre établi qui est mis à mal ? Parce que, bon, lecture de SHS, hein, on va être très simple. Violence, agressivité, il se passe quelque chose que certains ne veulent pas. Bon. Bon, après, les journaux de gauche, je trouve qu'ils ont quand même un peu dormi. Et Stéphane Foucard, qui est quand même une des personnes qui m'a, moi, donné absolument tous les cadres pour identifier les attaques, les questions des check news, etc., etc., lui, il ne s'est pas du tout exprimé. C'est un journaliste scientifique du Monde et qui a travaillé sur justement comment fonctionnent les check news pour normer la pensée scientifique, etc. J'ai pas du tout compris pourquoi est-ce qu'il n'était pas du tout intervenu dans le débat. Et voilà. Et sinon, ça a beaucoup reconfiguré les réseaux de recherche parce qu'il y a des gens avec qui je ne peux plus discuter parce qu'ils sont trop énervés. Et j'ai des nouveaux collègues avec qui on échange des informations, des analyses, des contre-vérifications sur d'autres types de données. Voilà. Là, c'est fini et je mets mes remerciements avec les gens qui m'ont aidé, enfin, où il y a des documentations et des choses qui m'ont aidé pour faire cette présentation marginalement, et en particulier Hervé Joly, que j'ai un peu embêté hier, qui est historien de l'industrie, et que je lui ai fait des commandes hier d'informations. Voilà. Bien, merci Juliette pour ton intervention. Alors voilà, tu as l'audace de sortir de ton champ disciplinaire, donc voilà, de te rapprocher de quelques-uns d'entre nous, c'est-à-dire celui de l'Infocom. Donc évidemment, voilà, il y a sans doute des questions qui vont arriver sur cette analyse. C'est vrai que voilà, tu utilises des termes comme censure, bon, qui voilà, pourrait demander à être un peu explicité. La question des faits, que tu n'abordes pas non plus tellement, quelque chose que l'on pourrait avoir dans cette approche-là aussi. Et puis, effectivement, voilà, tu donnes des qualifications sur les différents énonciateurs que tu reçois, que tu as retenu pour ta présentation. Mais on voit bien que c'est un travail qui finalement qui est en cours d'élaboration, parce qu'on pourrait se poser la question pourquoi eux, à partir de quel corpus. Dans le même temps, je trouve intéressant ta prise de position, en fait. C'est finalement